On passe à présent à la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Rebonjour Hélène. Bonjour Pierrick. Alors au menu ce matin de nos journaux internationaux, c'est d'abord cette décision d'Ankara d'acheter des missiles à la Russie alors que la Turquie est membre de l'OTAN. Ce n'est pas encore un renversement d'alliance, mais ça y ressemble de plus en plus, prévient le Figaro, qui relève que l'annonce turque intervient à la veille d'importantes manœuvres militaires russes et biélorusses qui commenceront demain aux portes de l'Union européenne, suscitant évidemment l'inquiétude de l'OTAN, dont la Russie reste l'adversaire numéro 1. L'Alliance voit ses doutes se renforcer sur la fiabilité de son allié turc, pourtant considéré comme stratégique, notamment dans la lutte contre le terrorisme, écrit le journal. L'annonce turque intervient aussi au lendemain de la déclaration du ministre des Affaires étrangères allemand qui a indiqué que Berlin suspendait les contrats majeurs d'armement avec la Turquie à cause de la détérioration des droits de l'homme dans le pays. Berlin joue la carte des contrats d'armement contre Ankara, dénonce la version anglophone du Hurriyet, qui affirme que les États-Unis et l'Europe cherchent à faire rentrer la Turquie dans le rang et que les propos de Sigmar Gabriel montrent à quel point la tension monte à mesure que l'Allemagne se rapproche des élections du 24 septembre. Les restrictions sur les contrats d'armement sont présentées comme une façon de faire pression en réalité sur le président Erdogan pour qu'il mette un terme aux mesures appliquées dans le cadre de l'état d'urgence qui a été instauré au lendemain du coup d'État manqué de 2015 et qu'il libère également les ressortissants allemands qui sont actuellement accusés de terrorisme et d'espionnage en Turquie. Direction à présent la Birmanie où la répression des Rohingyas s'intensifie dans les zones peuplées par cette minorité musulmane dans l'état de Rakhine à l'ouest du pays. Une fois encore, la presse internationale s'interroge sur l'attitude de la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, dessinée par Bojeson, publié par Courrier International, avec, on le voit, une mine autour du cou, la nouvelle médaille de la lauréate du prix Nobel de la paix, accusée d'être complice du régime birman, qui a posé des mines à la frontière avec le Bangladesh au début de ce mois pour empêcher le retour des quelques 300 000 Rohingyas qui ont fui les violences. Une persécution qui pourrait inciter le groupe État islamique à chercher à tirer profit de cette indignation, a mis en garde le ministre de la Défense malaisien, selon The Telegraph. Au Pakistan, où vivent des centaines de milliers de Rohingyas, arrivés eux pour la plupart dans les années 70 et 80, les membres de cette minorité s'indignent contre la réaction qu'ils jugent insuffisante d'Islamabad. Le gouvernement pakistanais doit faire plus pour venir en aide aux Rohingyas de Birmanie, dit l'un d'entre eux dans The New York Times. Il doit leur fournir plus d'aide, plus de nourriture, rompre ses relations avec Rangoon. La communauté internationale doit aussi faire pression pour qu'on en finisse avec cette violence, avec cet enfer. Faire des déclarations ne suffit pas, je cite. Au Kenya, à présent, le président Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert hier la nouvelle législature devant le Parlement issu de l'élection du 8 août dernier, mais en l'absence de l'opposition. D'après The Star, celle-ci a boycotté la séance après l'invalidation du scrutin présidentiel par la Cour suprême et elle continue de demander la démission des membres de la commission électorale kenyane, jugée partisans, en menaçant d'ailleurs de ne pas participer aux nouvelles élections. La commission électorale kenyane, dont le travail avait pourtant été salué par les observateurs internationaux électoraux présents lors du scrutin du 8 août, rappelle Le Monde, qui rapporte que ces derniers se retrouvent accusés d'avoir donné un peu trop rapidement leur bénédiction à une présidentielle entachée d'irrégularités. Parmi eux, l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry pour la Fondation Carter et l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki pour l'Union africaine. D'après un observateur kényan, l'opposition kenyane aurait perçu leurs appels à la paix comme autant d'appels à son candidat Raila Odinga à concéder la défaite. Et on termine au Togo avec l'opposition qui a organisé hier une nouvelle journée de mobilisation contre le président Faure Gnassingbé. Le rejet de la famille Gnassingbé au pouvoir depuis 50 ans est de plus en plus fort, selon La Croix, qui explique que la réforme constitutionnelle défendue par le président togolais pourrait lui permettre de rester au pouvoir en théorie jusqu'en 2030. Une perspective inacceptable pour l'opposition qui demande aussi, figurez-vous, une refonte de la Commission électorale nationale indépendante, soupçonnée en réalité d'être entièrement aux mains du régime. Voilà ce que l'on peut retrouver donc ce matin dans les journaux, un peu partout dans le monde. Merci beaucoup Hélène. On va marquer une pause à présent dans Paris Direct. On se retrouve dans un instant juste après la météo pour le journal de 9h30. À tout de suite.